Bienvenue tout le monde à un autre épisode de l'Informel. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de discuter avec France Gauthier qui a été animatrice à la télévision québécoise pendant plus de 20 ans. Depuis 2002, elle a entamé des recherches qui l'ont menée vers un éveil spirituel et qui a complètement changé sa vie. Elle raconte ses travaux et son expérience personnelle dans plusieurs livres et dans ses nombreuses conférences. Bienvenue tout le monde à l'Informel et bienvenue à mon invité France. Merci beaucoup d'être avec nous autres aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir de te rencontrer. Merci Jean-François, ça me fait plaisir d'être avec vous autres. J'ai eu le plaisir de découvrir ce que tu faisais là, ces derniers mois, puis je trouve ça super le fun, puis ça m'intéresse toujours, ça m'interpelle beaucoup le développement personnel, les énergies, la méditation et tout ça. Puis j'ai accroché sur une phrase que tu dis là, sur ton site web, où est-ce que tu dis qu'on est dans un ère d'éveil collectif. Là, j'ai fait, OK, ça veut dire quoi ça, un éveil collectif? Ah, ben merci de poser la question. En fait, tu sais, ce qui a été, dans le fond, probablement un des éléments déclencheurs, mais là, on n'a rien inventé, OK? Nos parents ou nos grands-parents, dépendamment de l'âge que tu as, nos parents et nos grands-parents hippies avaient déjà compris quelque chose dans les années 60, là. Et avec la guerre du Vietnam, on avait commencé à cette époque-là à se connecter à autre chose. Puis il y avait une petite partie de la population, puis les courants viennent de la Californie à cette époque-là aussi, et ça s'est répandu. Ça s'est comme perdu de vue pendant quelques années, peut-être quelques décennies. Et quand les gens se sont mis à avoir peur de la fameuse fin du monde prédite par les Mayas au 21 décembre 2012, eh bien, moi, je suis rentrée en scène là parce que j'avais compris que c'était évidemment pas la fin du monde, c'était la fin d'un monde. Et j'ai fait une bascule. Moi, j'ai eu plusieurs bascules de conscience dans ma vie. Là, une en 2002 avec l'histoire de la médium à Claire Lamarche que les gens peuvent lire dans mon premier livre « On ne meurt pas », là, puis que j'ai raconté 1000 fois. Mais j'en ai eu un autre en 2010 parce que justement, j'avais compris qu'on s'en allait vers un nouveau monde et que j'avais envie d'en parler. Et c'est là que j'ai laissé la télé. Et je me suis mis à donner des conférences, des ateliers sur la bascule de conscience de 2012. Et 2012, c'était associé à cette fameuse fin du monde du 21 décembre 2012 que les Mayas avaient prédit, mais ils prédisaient, dans le fond, eux autres, la fin d'un monde. En fait, ils parlaient de la notion de temps et notre relation au temps qui allait changer au-delà de cette date-là. Fait que c'était comme une date butoir où effectivement, le 21 décembre 2012, il y a eu beaucoup de célébrations, de réunions de gens, et c'est comme si la fréquence sur notre planète, là, la fréquence d'amour, entre autres, s'est élevée à partir de ce moment-là. Et il y a une espèce d'engrenage qui a commencé. Et depuis ce temps-là, ben, effectivement, on voit un éveil de plus en plus grand sur la planète, même si en ouvrant la télé aux nouvelles, c'est pas ça que tu constates. Et là, je suis d'accord avec toi là, que c'est pas évident. Si on regarde aux nouvelles, si on regarde à la télé ce qui se passe, on n'a pas l'impression d'être dans un éveil collectif, mais moi, je suis sur le terrain depuis 20 ans et j'ai vu des vagues arriver. Il y en a eu une vague pour 2012, il y a une petite accalmie, il y en a eu une autre depuis 2018, mais généralement, depuis 10-12 ans, il y a effectivement de plus en plus de gens qui s'éveillent. Et c'est quoi l'éveil? C'est une prise de conscience, en fait, si je peux te le mettre simplement, là, c'est une prise de conscience qu'on est beaucoup plus grand que ce qu'on pense, on est plus puissant que ce qu'on pense. Donc, on est beaucoup plus créateur de notre vie et non victime de notre vie. Et quand on prend conscience de ça, qu'on est le créateur responsable de notre vie, c'est comme si ça change la donne et qu'on comprend qu'on peut s'attirer autre chose que ce qu'on est en train de vivre, ou en tout cas, si on vit des événements plus difficiles, on peut plus facilement adresser et comprendre la leçon et continuer d'évoluer, d'avancer et s'en aller vers ce que j'appelle la version réalisée de soi, qui est celle des grands maîtres sur notre planète. Alors, il y a plusieurs grands maîtres qui ont foulé le sol de notre planète depuis le début de cette humanité. Jésus en a été une là, de ces rockstars-là, mais il y en a vraiment plusieurs autres, ce qui fait qu'on est tous condamnés à devenir le maître de notre vie, là, dans une vie ou dans une autre. C'est ce que moi j'ai compris à cette époque-là et que j'ai commencé à transmettre en me disant, aussi bien que ce soit dans cette vie-ci, aussi bien qu'on soit conscient qu'on a le pouvoir de se transformer, on a le pouvoir de devenir des êtres humains beaucoup plus conscients, beaucoup plus larges. En fait, on a des pouvoirs illimités d'une certaine façon quand on prend conscience de ce qu'on est. Puis pour l'instant, malheureusement, la grande majorité des gens vivent encore dans une victimite aiguë que j'appelle, de penser qu'ils sont victimes de leur vie alors qu'ils sont de grands créateurs.
Est-ce que tu peux me mettre ça dans un exemple concret, peut-être? Parce que ben oui, je peux t'en nommer, écoute. Peut-être par ton expérience personnelle, parce que c'est quand même un peu flou comme concept quand on le dit en mots comme ça, mais peut-être si on mettrait des exemples. Là. Ben, par exemple, tu sais, moi, j'étais victime de trahison constamment et j'avais l'impression que la planète au complet était contre moi. Hein? Okay. J'étais toujours dans des scénarios de trahison, puis bon, je me sabotais à chaque fois que j'arrivais au succès. Puis la trahison, c'était que j'étais sûre que c'est moi, par exemple, qui aurais dû avoir tel poste de journaliste à TVA, puis finalement, il donnait à un de mes collègues, même si j'étais convaincue d'avoir les compétences puis d'être meilleure que l'autre. Alors, je me sentais constamment trahie. Jusqu'à ce que je prenne conscience que je n'étais pas une victime de la trahison, mais bien que j'étais le maître de ma vie puis que je pouvais transformer ces scénarios-là puis les faire tourner à mon avantage en comprenant que je portais la trahison. Ça, c'est un thème que je porte. Et là, ben là, si les gens veulent aller dans la croissance personnelle, et ce ne sera pas nouveau ce que je vais leur raconter là. Vous avez peut-être au moins entendu parler des livres de Lise Bourbeau qui a démocratisé des concepts qui étaient élaborés par des psychiatres américains dans les années 60 qui s'appellent les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même. Fait que on a tous dans nos scénarios de vie soit de la trahison, de l'abandon, de l'injustice, de l'humiliation, du rejet. Et quand on est inconscient qu'on est le créateur de notre vie, bien, on se positionne en victime de ça. Fait qu'on se sent rejeté, on se sent trahi, on se sent humilié, on est victime de toutes sortes d'injustices. On est abandonné. Et quand on devient conscient qu'on est le créateur de notre vie, on prend conscience qu'on a attiré les scénarios, on a attiré les acteurs dans notre scénario, hein, nos chums, puis nos parents, puis nos patrons, puis nos voisins qui sont venus nous trahir, nous rejeter, nous abandonner, pour mieux conscientiser que c'est ce qu'on porte et qu'on peut par la suite au moins libérer certaines charges et tranquillement, dans notre scénario, s'attirer des choses plus intéressantes, puis aussi s'attirer des gens plus intéressants. Puis même si je sais, bien, je suis consciente de ça, puis que je me suis guérie de la trahison, puis ça a donné un livre fantastique qui s'appelle « C'est quoi l'amour ?» donc sur la guérison émotionnelle et amoureuse, eh bien, j'ai continué à vivre avec la trahison, tu sais, parce que peu importe, on va porter toute notre vie, ces blessures-là. C'est simplement qu'elles se présentent autrement, on est mieux outillé pour y faire face et ça prend une autre tournure dans notre vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il m'arrive des scénarios de trahison, je suis consciente que je me suis trahi moi-même et que là, je peux regarder où est-ce que je me suis trahi moi-même, je peux me pardonner puis continuer, tout simplement. Mais c'est plus la faute des autres, c'est jamais la faute des autres. Et c'est ça l'éveil de conscience. Et c'est ça, dans le fond, que les grandes spiritualités orientales enseignent, c'est qu'on est le maître de notre vie et ça devient, en fait, je te dirais là, que c'est probablement le fait que la planète est devenue un village avec Internet, qu'on a eu accès à tous ces grands courants spirituels-là. Okay. Et ça fait beaucoup de bien de mélanger les cultures et de voir qu'à partir de notre culture judéo-chrétienne, si on ajoute des concepts bouddhistes, hindouistes, eh bien, on devient beaucoup plus rapidement le maître de notre vie que de rester une pauvre victime et un pauvre pécheur. Mais si tu me permets de faire un peu l'avocat du diable, parce que puis loin de moi de vouloir faire la victime, parce que c'est pas mon style déjà en partant, mais n'y a-t-il pas des événements des fois où est-ce que c'est hors de notre contrôle puis qu'effectivement, ben on subit quelque chose? Ou c'est moi qui ai une mauvaise perception de ça? Non, mais merci de le dire parce que c'est exactement la perception de tout le monde. Mais si tu prends en considération que tu as choisi d'être ici maintenant dans cette incarnation-là par un choix de l'âme qui revient de vie en vie, parce que bien sûr, il faut à ce moment-là accepter le concept de la réincarnation, mais la réincarnation, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait se l'imaginer, puis je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais si on accepte l'idée qu'on n'est pas une victime puis qu'on revient de vie en vie pour compléter des thèmes, par exemple, bien, à ce moment-là, ce qui se passe, tu l'as choisi. Moi, j'ai choisi de me réincarner, par exemple, pendant une période où il va y avoir une pandémie. Alors, la pandémie, je ne l'ai pas créée clairement toute seule, OK? On est une gang à l'avoir créée ensemble. Mais j'ai choisi d'être là pendant cette pandémie-là, donc de façon inconsciente. C'est sûr que ce n'est pas ma tête qui a choisi ça, là. C'est des attractions électromagnétiques très complexes dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Mais tout ça pour dire que j'ai quand même choisi de revenir à cette époque-ci pour partager et pour participer à la transition actuelle. Donc, je ne suis pas une victime de la pandémie. J'utilise la pandémie pour, bon, si je suis confinée, tant mieux, ça me donne plus de temps pour méditer, plus de temps pour entrer à l'intérieur, plus de temps pour me rencontrer. Puis sinon, je peux simplement au moins avoir un pouvoir sur comment
je vais vivre la pandémie? Est-ce que je suis une victime de la pandémie ou je l'utilise pour devenir une meilleure personne? Fait que pour l'instant, c'est comme ça que tu deviens un créateur. Tu peux choisir comment tu vas vivre puis comment tu vas accueillir tout ça dans ta vie. Je trouve ça intéressant parce que c'est souvent des choses qui sont enseignées, moi, de par les arts martiaux. Fait que ça me rejoint ce que tu dis. Mais là, tu parlais en 2002, c'était la première fois que tu as basculé, le terme que tu as employé. Tu l'as raconté souvent, mais moi, tu ne me l'as pas raconté. Fait que j'aimerais ça que tu m'en parles. Alors, si tu rejoins les plus jeunes, effectivement, ils ne l'ont pas entendu. En 2002, je travaillais pour Claire Lamarche. Moi, je suis une ancienne journaliste d'enquête à TVA. Puis par la suite, quand j'ai eu mes enfants, je me suis lancée à la pige pour faire toutes sortes de contrats. Donc, j'étais à la fois chroniqueuse, journaliste, animatrice, je faisais plein de choses. Et en 2002, Claire Lamarche m'a demandé à l'époque, alors qu'elle avait une émission d'1 heure à 4 heures tous les jours à TVA, d'aller rencontrer une dame qui supposément parlait avec les morts. Alors, une médium qui communiquait avec les personnes décédées. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Pour moi, ça n'existait même pas. Mon running gag là-dessus, c'est que je n'avais jamais entendu le mot médium, sauf pour de la pizza et des T-shirts. Fait que là, je découvrais un monde que je n'avais même pas imaginé. Et finalement, je suis sortie de là complètement ébranlée. Elle m'a mis en contact avec mon père décédé quand j'avais 14 ans et qui était médecin spécialiste, qui s'est suicidé sans laisser de notes, sans laisser de lettres. Ce qui fait que ça a donné un livre 2 ans plus tard qui s'appelle « On ne meurt pas », qui s'est vendu à 50 000 copies au Québec et qui a permis à des milliers, des centaines de milliers de personnes, parce qu'un livre pour 50 000 copies, il y a 5-6 personnes qui l'ont lu et plus que ça. Ce qui fait que ça a permis à des centaines de milliers de personnes avoir accès à ces notions-là, à cette compréhension-là, mais aussi à guérir un deuil. Et ça a été le début. Moi, ça a fait une craque dans mon cerveau, cette affaire-là, là, quand j'ai rencontré la médium et que j'ai eu accès à mon père. Ça m'a permis aussi de vivre une grande guérison puisque je n'avais pas complété mon deuil, puis je n'avais pas compris son geste. Et par la suite, je suis partie comme une journaliste d'enquête et j'ai posé des questions pendant 4 ans, 5 ans, en fait plusieurs années, j'ai fait des recherches, j'ai lu des centaines de livres, j'ai rencontré des centaines de personnes. Ça a donné 2 autres livres, entre autres, d'extraits d'entrevues ou en tout cas de recueils d'entrevues avec des gens qui ont vécu des éveils de conscience un peu partout sur la planète, qui sont soit médiums, soit qui ont vécu des expériences de mort imminente, soit que c'est des scientifiques qui s'intéressent à ça. Et à un moment donné, c'est devenu une connaissance très, très large au niveau intellectuel et pour toutes sortes de bonnes raisons, parce que je le mettais en pratique ou j'essayais ou je testais le produit, c'est aussi devenu une expérience parce que j'ai commencé à le vivre dans mon corps. Et en le vivant dans mon corps, là, et toi qui médites, là, parce qu'on en parlait avant l'entrevue, moi, c'est la méditation qui a changé ma vie à partir de 2006, quand j'ai commencé à méditer, puis à me poser, puis à aller connecter avec qui je suis réellement, avec mes élans profonds. Bien, bref, ça s'est passé d'une connaissance intellectuelle à une réelle connaissance dans mon corps. Et là, j'ai commencé à l'enseigner. Ce qui fait que depuis 2010, je ne fais plus de télé à temps plein. Je ne fais plus, je suis plus journaliste. J'enseigne le fruit de mes recherches. J'ai créé plusieurs ateliers pour justement amener les gens dans une conscience d'eux-mêmes, de s'éveiller à leur pouvoir, leur donner des outils de reprise de pouvoir. Et depuis ce temps-là, ça fonctionne puisque les salles sont tout le temps pleines, ce qui fait que je me suis dit, bien, ça doit être ça que tu as à faire, France, continue. Tu sais. Oui, c'est encourageant. Quand tu vois que la réponse est là. Mais il y a aussi, si je peux me permettre, il y a comme un phénomène, je trouve, on dirait que c'est un petit peu in, tu sais, de la croissance personnelle et tout ça. Là. Puis là, on dirait qu'il en sort à droite pas à gauche. Là. T'en vois, là, bon, il offre des cours, puis il y en a un autre qui fait un truc en ligne, tout ça. Je trouve que c'est comme pas nécessairement évident de trouver des personnes. Tu sais, je sais pas c'est quoi que ça prend, puis peut-être tu sauras nous le dire, la vibe qu'on doit trouver pour savoir qui est bon pour nous aider dans notre développement personnel versus d'autres. Parce que moi, j'en ai rencontré des gens, des fois, que, puis de par mon métier, là, je me souviens d'une situation où est-ce qu'il y a quelqu'un qui, bon, travaille en énergie et tout ça, puis qui est en train de donner des conseils à un gars qui est en détresse, puis je me disais, mon Dieu, je trouvais que c'était pas ça qu'il avait besoin à ce moment-là, qu'il aurait peut-être besoin d'aide d'autres choses. Puis j'en ai vu, moi aussi, personnellement, qui m'ont dit des choses que c'était farfelu complètement. Là, ça n'avait rien à voir avec mon vécu, tu sais. Fait que comment est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qu'on sait qui va vraiment nous aider dans notre développement personnel de la bonne façon?
Ben écoute, tu as raison sur le fait qu'il y a une nouvelle génération de coachs là, tu sais, qui a émergé, Ouais. qui pullule. Alors, tout le monde est coach là, Ouais, présentement. ouais. Et sont tous des émules de Tony Robbins, là, l'Américain, Ah qui oui. a fait beaucoup de petits dans la vie. Ouais, Puis c'est ouais. fantastique parce qu'on est dans une période d'éveil, ce qui fait qu'on a besoin de ces coachs-là, on a besoin de ces soignants-là ou ces guérisseurs-là, entre guillemets. Quand je dis guérisseurs, là, je ne parle pas de lève-toi et marche, mais je parle de gens qui vont, par exemple, devenir thérapeutes en soins énergétiques. Puis, bref, le monde est malade présentement, ce qui fait qu'on a besoin de tout cet Ouais. accompagnement-là. Alors, comment trouver le sien? Moi, je te dirais qu'on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper parce que si on va voir quelqu'un qui ne nous a pas vraiment aidé, ça nous donne une reprise de pouvoir quand même parce que ça nous permet de voir que, ah, OK, ça, c'était pas bon pour moi, mais au moins, j'en prends conscience. Alors, en ce sens-là, on ne peut pas se tromper, mais si on veut vraiment pas se tromper, là, il faut apprendre à écouter ce que la partie de soi qui sait, entre guillemets, là, S-A-I-T. Et ça, c'est notre corps. Notre corps est une antenne. Malheureusement, on n'a pas appris à l'écouter. Hein. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais tu es sans doute allé à l'école très longtemps, toi aussi. Fait que moi, je suis allée à l'université pendant 5 ans. J'ai une belle grosse tête avec plein de belles analyses intellectuelles, puis je comprends bien les affaires, mais je ne comprenais rien pantoute parce que ce n'était pas descendu dans mon corps. Et quand ça a commencé à descendre dans mon corps, j'ai aussi pris contact avec cette antenne-là qui est ce qu'on pourrait appeler l'intuition ou l'instinct pour les gars, parce que c'est plus viril pour un gars de parler d'instinct que d'intuition, mais c'est la même affaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton corps va te le dire si c'est bon pour toi ou si c'est pas bon pour toi. Il faut juste apprendre à connecter avec ça. Fait que si tu as une belle, grande ouverture de poitrine, là, puis que ça vibre ici, là, puis que tu sais que tu es à la bonne place, mais si tu as des contractions, puis que tu as un petit malaise ou un petit mal-être, ben run for your life, là, sors de là en courant. Puis si quelqu'un veut te donner un abonnement, pars en courant aussi, parce que toute personne qui veut te donner un abonnement n'est pas en train de vouloir t'aider puis à te Ah, redonner ton ouais, pouvoir. ouais. Fait que, tu sais, pour moi, c'est assez facile. Puis, pendant des années, j'avais un sixième sens extrêmement développé. C'est pour ça que j'ai été une journaliste d'enquête efficace, là. Dans ce temps-là, j'appelais ça ma bonne étoile. Aujourd'hui, je sais que c'est parce que j'étais très perceptive et très intuitive. Mais je savais quand j'avais quelqu'un en avant de moi avec une petite pré-recherche si c'était quelqu'un d'authentique ou pas. Et c'est pas arrivé souvent dans les années où je faisais des entrevues pour le magazine La Semaine de me tromper. C'est arrivé 2 fois que je me suis présentée devant quelqu'un et je leur ai dit, ah non, finalement, on ne fera pas l'entrevue parce que c'était pas crédible. Mais tu sais, avec une petite pré-entrevue, puis écouter ce qu'ils disent, puis ressentir comment est-ce que je me sentais par rapport à ces gens-là, je savais instinctivement ou intuitivement que la personne était authentique, puis même si ce n'est pas parfait ce qu'ils font, ils le font pour les bonnes raisons. Alors, et là, on fait toujours affaire avec des êtres humains de toute façon, là, que tu choisisses un psychologue, un coach, un médecin, un médium, un guérisseur, peu importe ce que tu vas te choisir comme accompagnant, un thérapeute, ça reste des êtres humains qui, s'ils se lèvent du mauvais pied un matin, ils ne sont peut-être pas efficaces, puis le lendemain, ils vont être bons. Fait que ça aussi, il faut être indulgent par rapport à tout ça. Ouais. Mais moi, je te dirais que et ça, c'est un des ateliers que je donne qui s'appelle Visionnaire, mais je donne aussi un autre atelier qui s'appelle l'écriture inspirée. C'est des techniques pour apprendre à se connecter à soi. Puis quand tu apprends à te connecter à toi, tu ne te trompes plus, entre guillemets. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je me trompe là, quand ma tête embarque avec ses conditionnements puis qu'elle se met à s'obstiner avec mon corps. Fait que là, mettons, là, je vais avoir une information bien claire, je rentre dans une maison que je veux acheter, tout mon corps se met à vibrer, puis je le sais que je suis à la bonne place. Mais ma tête conditionnée va dire, oui, mais oublie pas de faire tes 2 petites colonnes, les pour, les contre, est-ce que le toit est à refaire? Puis bon. Mais moi, quand j'ai appris à écouter ça, là, c'était fini les 2 colonnes. Comprends-tu? Je rentrais dans une maison, là, je faisais le tour en courant en 5 minutes, puis je disais au gars, c'est beau, c'est ma maison, c'est que je signe. Oui, mais tu veux pas savoir si la tank à eau chaude est à changer? Non! Ça n'a aucune importance, c'est ma maison. Et là, la couronne me vibre quand je te dis quelque chose d'intelligent. Fait que tu comprends, j'ai appris à reconnaître ces symptômes-là dans mon corps que quand la couronne me vibre, par exemple, là, ça veut dire que ça fait zzzz sur le dessus de ma tête. Mais là, c'est parce que les gens ont besoin d'entendre ce que je viens de dire. Donc, c'est des trucs que j'ai appris qui n'ont rien de sorcier, c'est pas ésotérique 2 secondes. Moi, la spiritualité, là, ça ne peut pas être plus incarné. J'ai rien d'ésotérique, il a fallu que j'aille voir dans le dictionnaire ce que ça voulait dire. By the way, sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, ésotérique? Ben, moi, je l'associe à l'astrologie, puis, tu sais, c'est ça, le médium, ces choses-là, mais honnêtement, je n'ai jamais regardé la définition, je ne sais pas. Ben, il n'y a pas personne qui a jamais regardé. Puis moi, je l'ai faite parce que j'étais une journaliste d'enquête, puis je voulais comprendre, tu comprends, parce que ce Ouais. mot-là a été tellement galvaudé, traîné dans la Ouais, boîte que c'est ouais. devenu péjoratif. Hein? Ouais. On est d'accord? Ouais. Le ésotérique, là,
L'origine, c'est du temps de Socrate, qui était le maître de Platon, hein, dans ce temps-là, là, les grands philosophes. Ouais. Et Socrate, là, ben, il s'adressait à une petite clique de gens, parce que dans ce temps-là, les gens qui avaient le droit de diriger en Grèce, mais aussi dans l'Empire romain, ben, c'était souvent les philosophes, parce qu'ils avaient une structure de pensée. Alors, Socrate s'adressait à des petites cliques d'élus, hein, une élite de haut niveau, et seulement à ces gens-là, il y avait le droit de transmettre des enseignements de haut niveau. Donc, c'était des enseignements de haut niveau dans des cercles ésotériques qui étaient réservés à une petite clique d'élite. Et moi, j'ai découvert le mot exotérique par la suite. Et là, j'ai compris que moi, là, je prends des concepts compliqués, puis je les remâche, puis je les recrache pour que tout le monde le comprenne. Et c'est ça, être une exotérique. Okay. Fait que ça veut dire que, dans le fond, là, je suis juste une vulgarisatrice de grands enseignements qui étaient accessibles à une petite clique d'élite il y a 2500 ans. Puis là, le petit peuple a grandi, là, puis on a le droit d'y avoir accès maintenant. Ben, ça en prend du monde de même parce qu'on n'aurait pas accès justement à cette information-là, à ce style de vie-là, si ce ne serait pas le cas. Puis, ouais, là, on remonte à longtemps, mais tu pourrais dire que c'est dommage que c'était réservé à un certain groupe, mais merci d'avoir clarifié le mot parce qu'effectivement, moi, je le connaissais pas. Tu as dit quelque chose tantôt. Non, mais c'est ça, il n'y a personne qui se pose ces questions-là. Ben non. Ben, on est habitué de l'employer à cette sauce-là, puis on se dit, bon, c'est ça que ça veut dire. Là. Quand tu as dit tantôt, tu as dit le monde est malade. J'aurais tendance à dire oui, je pense que oui. Mais est-ce que c'est pas justement la raison pour laquelle on voit une tendance aussi élevée d'alternatives à, mettons, à la médecine traditionnelle, exemple? Parce que j'aurais envie de dire, même à certains égards, la médecine traditionnelle nous a failli en quelque part. On le voit, là, on en parle depuis un an, à quel point notre système de santé est malade et tout ça. Fait que c'était comme un peu normal, je trouve, que le monde se tourne vers autre chose quand ils ne se sentent pas bien, tu sais. Absolument. Alors là, il y a deux affaires à ta question, là, puis tu me ramèneras si je m'égare, mais quand je dis que le monde est malade, c'est qu'on a perdu le sens de notre vie. Quand j'ai commencé à enseigner, on m'a dit, tu sais, c'est pas en Afrique puis en Inde que le monde a besoin ou que les gens sont malades, c'est en Occident. C'est en Occident que les gens ont perdu le sens de leur vie parce qu'ils sont rentrés dans des patterns de compétition, de comparaison, de performance qui leur demandent des résultats à temps plein. Et en voulant tout le temps être dans les résultats, on perd le sens de notre vie, on perd le pourquoi on fait tout ça. Et c'est pas pour l'argent, c'est pas pour le succès extérieur. Ce qui fait que j'ai accepté, moi, de laisser la télé puis d'aller enseigner pour ramener, dans le fond, les gens à leur propre sens de leur propre vie et les aider à trouver ce sens-là et à trouver pourquoi ils ont envie de faire les choses plutôt que de les faire de façon mécanique pour avoir plus de succès extérieur, pour bien paraître, pour avoir une plus grosse maison, un plus gros char. Bon. Fait que c'est dans ce temps-là c'est dans ce sens-là que le monde est malade, c'est qu'on a perdu le sens de notre vie. Le sens, c'est quoi le sens de la vie? On vient ici, entre autres, pour s'unir. On vient pour s'unir à soi, s'unir aux autres. Et pour s'unir à soi et s'unir aux autres, il faut d'abord se connaître et se reconnaître. Puis on ne se connaît pas. On va tous à l'école de la même façon. On apprend un paquet de trucs, mais il n'y a personne qui nous montre qui on est réellement. Et là, nos jeunes, moi, je te dirais que mes enfants sont un peu épargnés par rapport à tout ça parce qu'on est la première génération à amener une conscience, une lumière sur tout ça et à transformer. C'est comme si on a cassé un pattern de millénaires, hein, de père pourvoyeur, de mère à la maison, puis les choses se font comme ça, puis il n'y a pas d'autre façon de le faire, puis bon, that's it. Où est-ce que là, nos chums extraordinaires ont embarqué dans le mouvement aussi. Les femmes se sont libérées. Il y a un mouvement féminin qui est en train d'émerger, qui va ramener un équilibre dans tout ça. Ce qui fait que nos enfants sont un petit peu moins pris là-dedans, puis nos petits-enfants vont l'être encore moins. Mais généralement, dans notre génération, on est encore pris dans ces conditionnements-là de performance, de conditionnement, de résultats. Puis je te dirais que nos jeunes, et moi j'ai 2 jeunes là, à l'école et à l'université là, qui sont très dans le résultat aussi, ils n'ont même pas le choix parce qu'ils ont embarqué dans le système. Alors c'est en ce sens-là qu'on est malade. Et c'est ce qui rend le monde malade, OK? C'est la performance. C'est ce qui rend le monde malade aussi physiquement par la suite des choses, nécessairement, ça découle aussi physique après. Voilà. Alors là, on va arriver avec le système de santé.
Donc, quand on perd le sens, puis qu'on va dans la performance, puis la compétition, puis la comparaison, puis qu'on est dans la critique constamment, puis c'est tout le temps la faute des autres, puis qu'on n'est pas conscient qu'on est le créateur de notre vie, on se crée toutes sortes de symptômes. Fait que ces symptômes-là vont nous amener à être de plus en plus malades, puis on a acheté le contrat qu'on est censé grandir, vieillir, décrépir et mourir. Tout le monde a acheté ce contrat-là, puis ça marche de même, c'est normal. Mais là, en vraie vie, c'est normal, là, ça ne veut pas dire que c'est naturel. Fait que c'est devenu normal, mais ce n'est absolument pas naturel. On est fait pour vivre beaucoup plus longtemps dans des conditions beaucoup plus intéressantes, mais ce n'est pas ça qui se passe à cause de la performance, de la compétition, de la comparaison, de tout ce que je viens de nommer. Alors, cela dit, on tombe malade. Notre système de santé est maintenant pris dans un je dirais, j'allais dire une dictature, mais c'est un gros mot, là. Mais notre système de santé est pris dans une structure de pensée que la nouvelle religion, c'est la science. Et la science, pour toutes sortes de raisons, est devenue la sacro-sainte, finalement, religion à laquelle on a tous adhéré. Puis on a oublié que nos grands-mères savaient, avec les plantes, soigner, puis que les chamans savaient soigner avec l'énergie. Et on a oublié qu'on pouvait on pouvait réunir tout ça ensemble. Parce qu'il y a comme des sectes, il y a vraiment des classes qui se sont créées. Tu sais. Alors, d'un côté, tu as les scientifiques, de l'autre côté, tu as toutes les autres, finalement. Mais un jour, et on s'en va vers ça, on va voir tout ce beau monde-là se réunir. Parce que le plus grand des scientifiques est aussi celui qui est inspiré puis qui s'est ouvert sur autre chose. Hein? Einstein voulait comprendre Dieu à la fin de sa vie. Il se dit, ben beau la relativité, là, mais j'aimerais ça comprendre Dieu. Fait que ce qui fait que les plus grands scientifiques sont ceux qui se laissent inspirer, qui vont se fier à leur intuition, à leur inspiration et qui vont avoir toujours l'esprit ouvert sur la possibilité que ça se peut qu'ils soient en train de se tromper. Et on est présentement dans une espèce de vision en tunnel que c'est des grandes vérités, ce qui se dit présentement. Pourtant, on sait très bien, si on regarde l'évolution de la science, que toutes les grandes vérités d'hier sont devenues les mensonges d'aujourd'hui. Fait qu'on peut-tu se garder une petite gêne que peut-être que les grandes vérités d'aujourd'hui sont aussi peut-être les mensonges de demain? Alors moi, je me dis, il va falloir ouvrir tout ça et se permettre de marier ces médecines-là, qui sont les médecines énergétiques, la médecine ancestrale, la médecine universelle, pardon, la médecine des plantes, l'herboristerie et tout ça. Mais il y a des endroits dans le monde où nouvelle médecine. Excuse-moi, Franck, je t'ai coupé un peu. Mais il y a des... Là, on parle, nous autres, ici au Québec, comment est-ce que ça se passe, mais il y a des endroits dans le monde... Puis je pense que c'est Annick Laprade qui est une des personnes qui fait partie de ton masterclass qui m'a parlé de ça. Comme quoi qu'il y a des endroits dans le monde où on va utiliser la spiritualité en médecine. Mais on va continuer là-dessus, si tu permets. Ça fait déjà 28 minutes qu'on se parle, là, France. Fait que je suis obligé de dire merci à tous ceux qui nous écoutent via Ma TV Outaouais et TVC Basse-Lièvre. Sur la version courte de l'entrevue, on va avoir la version longue qui va être diffusée aussi. Mais je vous invite sinon à aller au www.tvc.qc.ca pour voir tous les détails de notre programmation. Vous allez trouver l'entrevue là. Merci. Donc, je disais... C'est comme ça qu'on fait ça ici, mais il y a d'autres endroits dans le monde où, heureusement, on adopte cette façon-là, alors qu'ici, on dirait que c'est comme une guerre. Tu sais, comme tu dis, la science, c'est l'ultime vérité, c'est ça la vérité. Les autres choses, on balaye ça du revers de la main, puis on se dit, mais non, c'est du non-sens, c'est ça. Donc, mais il y a d'autres, c'est ça, pour revenir au fond de ce que je dis, c'est qu'il y a d'autres endroits dans le monde où, effectivement, on fait ça. De plus en plus, puis je te dirais qu'on voit même, c'est le fun pour Internet, c'est le fun pour ça. On voit ça circuler, hein, des salles d'opération avec le chaman qui est là en même temps que le chirurgien ou les gens qui font des soins énergétiques en même temps qu'il y a un spécialiste. Tu vois l'hypnose aussi qui a gagné les salles d'opération. Il y a des gens qui vont aller se faire opérer sous hypnose plutôt que sous anesthésie. Donc, on a commencé à comprendre le pouvoir de l'esprit un peu grâce à tous les livres qui ont été écrit dans les années 70, dont Joseph Murphy, puis le pouvoir du subconscient. Mais là, ça commence à s'intégrer. Sauf que ça va à vitesse grand V. On est dans une espèce de courbe exponentielle d'éveil et on va voir ça de plus en plus rapidement se marier, ces belles grandes médecines-là. Et la médecine traditionnelle aura toujours sa place. La science aura toujours sa place. Il n'y a personne qui est contre la vertu. Personne n'est contre la science. Mais à un moment donné, il faut aussi ouvrir sur le reste et avoir l'humilité de dire la science ne comprend pas tout. La science n'a pas toutes les réponses. La science est très limitée par rapport à l'immensité de l'univers et de toute la connaissance qu'il peut y avoir dans l'univers. Donc, gardons-nous une petite gêne puis un peu d'humilité et allons voir ce que les autres font. Puis si on peut marier tout ça,
on va arriver à une médecine qui est beaucoup plus intéressante pour l'être humain, qui l'accompagne vraiment dans sa guérison, plutôt que de dire, regarde, je vais mettre un plaster sur le bobo, là, je vais te donner un médicament, 2 médicaments, 12 médicaments, ils interagissent ensemble, ça te donne des effets secondaires, puis là, tu es encore plus malade. On va arriver à quelque chose de beaucoup plus intéressant que ça dans très peu de temps, je pense vraiment. Ah ben, j'apprécie ton optimisme, puis mon Dieu que ça me fait du bien de l'entendre, parce que je trouve que c'est décourageant ces temps-ci, parce que même la discussion qu'on a présentement, hein, quelqu'un dirait que c'est le terme péjoratif qu'on utilise présentement, c'est le woke. Là. Ça, c'est woke, ça. Mais j'ai pas encore trop compris ce que ça voulait dire, là. J'ai entendu le PM dire ça, mais j'écoute plus les nouvelles ben parce que c'est déprimant. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire woke finalement. Là. Ça a l'air que c'est ceux qui lèvent des flags puis qui sont toujours en train de. Explique-moi le don, toi, qu'est-ce que tu comprends? En tout cas, moi, ce que j'en ai compris, c'est que si moi, puis au terme large, ce serait moindrement si tu es quelqu'un qui aime t'informer, si tu es quelqu'un qui aime lire sur la spiritualité, sur le développement personnel, sur la santé autre que la science et la médecine traditionnelle qu'on connaît ici en Amérique du Nord, bien là, tu es un woke. C'est comme ça que je le vois, là, comme c'est là. Peut-être que je n'ai pas la bonne perception, mais c'est comme ça moi, c'est comme ça que je le vois. OK, ben en tout cas, que tes auditeurs nous donnent la vraie définition. Mais moi, personnellement, non, je suis une indécrottable optimiste et je sais hors de tout doute qu'on s'en va vers un nouveau monde. Sinon, je serais bien découragée puis j'arrêterais de faire ce que je fais. Parce que tu sais que les enseignements que je donne, les ateliers, c'est une petite partie de mon activité, mais 60 à 70 de ce que je fais, c'est du bénévolat. Et mon bénévolat, c'est entre autres de faire des entrevues sur le web, d'amener des gens qui amènent un autre point de vue. Et ça, c'est très important pour moi de trouver la voie du milieu présentement. C'est mon nouveau dada depuis 1 an et demi parce que dans cette pandémie, on a vu les gens se diviser et ça m'attriste d'une certaine façon, mais en même temps, puisque j'ai beaucoup travaillé sur moi puis que j'ai atteint une certaine sagesse, bien, je ne me laisse pas happer par les émotions. Je ne suis pas émotive par rapport à la situation actuelle, ce qui fait que ça me permet de garder un regard assez lucide et de chercher cette voie du milieu-là pour qu'au lieu de se diviser, on puisse s'unir. Puis pour arriver à s'unir, il va falloir trouver une tribune pour que ceux qui ont de quoi à dire, qui nuancent le discours actuel qui est très, 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 le discours unique, hein, le narratif des gouvernements, entre autres, là, qui est un discours unique et une pensée unique. Bien, trouver un espace pour nuancer tout ça, amener des nouvelles idées. Il va falloir retrouver un espace pour débattre. Hein? Moi, je suis une ancienne journaliste, là, je travaillais pour Droit de parole, entre autres. Là. Il y avait des débats toutes les semaines. Moi, je n'ai pas vu de débat à la télé depuis je ne sais pas combien d'années. Depuis 1 an et demi, je n'ai pas vu de débat. Là, tu sais. À part peut-être des fois, tu as une couple de personnes qui s'engueulent à Denis Lévesque, là, mais on n'est pas dans un espace de débat. Là. Non, bien, définitivement, certainement pas dans un espace où il y a place à la conversation puis d'ouverture dans la conversation. Parce que si on ouvre la conversation, la porte à quelqu'un qui a une opinion moindrement divergente, mais est surtout là pour se faire taper dessus que d'autres choses. Exactement, exactement. Fait qu'il n'y a pas d'espace, puis dès que tu poses une question, tu es étiqueté n'importe quoi comme complotiste, alors que moi, ça aussi, il a fallu que j'aille voir dans le dictionnaire c'était quoi un complotiste, parce que je ne savais pas ce que ça mangeait en hiver. Fait que bref, clairement, je ne suis pas complotiste, je suis contre rien, mais je me suis dit, je suis pour plein de choses. Par contre, notamment, je suis pour la démocratie, je suis pour la liberté de choix, je suis pour la liberté d'expression, ce qu'on a perdu dans la dernière année et demie. Et je me dis, là, ça prend un espace pour rétablir justement ce contact-là et cette arène-là. Donc, recréer une arène pour que les gens puissent échanger des idées, partager, faire avancer les choses plutôt que juste se traiter de non les uns les autres, puis toi, t'es comme ci, puis toi, t'es comme l'autre, puis mon Dieu Seigneur, que ça fait donc bien pas avancer le monde. Non. Puis, je me demande, toi, parce que je trouve que tu as la chance d'avoir une perception qui est assez unique parce que, bon, tu as été journaliste dans les médias populaires, les grands médias, là, les médias traditionnels qu'on nomme, puis là, maintenant, tu fais du média alternatif. Là, je trouve ça très drôle, tu dis le terme alternatif parce que c'est pas mal rendu le média le plus populaire, c'est pas mal plus le web que mettons, la télé traditionnelle, mais bon. Donc, comment est-ce que tu vois ça, toi, comment est-ce que tu as vécu ça, c'est-à-dire ce changement-là? Bien, c'est drôle hein, parce que moi, je pratique l'écriture inspirée depuis 2007 et on m'a avisé en écriture inspirée
en 2010 exactement, par une phrase totalement poétique qui ne pouvait pas sortir de moi parce que je ne suis pas poétique comme ça à 7 heures le matin, mais on m'a dit en écriture, et je te dirais, je ne sais pas c'est quoi qui me parle. J'appelle ça le grand soi, la partie de moi qui est branchée sur la connaissance, là, mais on m'a dit, le web est votre toile qui peut faire lever le voile. Ça, c'est en 2010. Bon, là, j'avais l'impression d'avoir fumé de la drogue après avoir écrit ça, mais non. Et je me suis juste attardée à me dire qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Et je me suis fait un site Internet à cette époque-là parce que c'était mon interprétation de la phrase que je venais de recevoir. Et des années plus tard, j'ai vu que c'était sur le web qu'on allait pouvoir justement parler, entre autres, d'ouverture de conscience, d'élévation de conscience, de spiritualité en général, mais aussi d'amener les gens dans une quête de retrouver leur propre pouvoir et que ça n'allait pas se faire dans les médias mainstream dans lesquels moi, j'étais habituée de travailler. Fait que ça s'est tout fait sur le web et c'est ça, dans le fond, la transition s'est faite naturellement parce que on m'a amené, à travers mon inspiration, mon intuition, à travailler sur le web et à utiliser le web pour transmettre les messages que j'avais à transmettre aux gens qui sont prêts à l'entendre. Un jour, la télé traditionnelle va se réveiller puis va laisser de la place à tout ça. Mais j'ai quand même fait des pas par rapport à ça. En 2009, j'ai diffusé à Canal Vie une série qui s'appelait Si c'était vrai, avec des médiums, des guérisseurs, des psychics de toute Takabit, puis 13 heures de documentaire. Je suis allée à Denis Lévesque, je ne sais pas combien de fois, parler d'élévation de conscience. Donc, il y a quand même une partie, il y a eu un espace pendant un certain temps. Je te dirais que là, de ce temps-là, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on est omnibulé par la peur. Et la peur est une bien mauvaise conseillère, ce qui fait qu'on a mis notre loupe sur une affaire là, depuis 1 an et demi, c'est la pandémie et la peur de l'autre qui pourrait me donner le virus. Ce qui fait que on a perdu toute forme d'objectivité, là. Mais je sais que ça va changer parce que l'être humain est fait pour s'unir. Ça fait 1 an et demi qu'on se divise. Forcément, on va retrouver un chemin pour se réunir d'une autre façon. Bien, encore là, je salue ton optimisme parce que moi, j'ai parlé avec des psychologues, puis entre autres à mon émission, mais elle aussi était quand même optimiste, mais pour en avoir lu d'autres, c'est partagé de savoir ça va être quoi les impacts à long terme de notre façon d'interagir entre humains. Comme là, présentement, moi, j'ai reçu des amis, récemment, puis ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, on s'entend. Puis c'était la chose la plus étrange que j'ai jamais vécue socialement, honnêtement, là, parce que là, t'en as que c'est, OK, oui, la collade, tout ça, puis il y en a d'autres, ah non, tu sais, j'aime mieux pas, tu sais. Puis là, on dirait que je sais plus où me placer. Je sais pas si tu comprends. On dirait que dans un contexte qui est tellement naturel, comme puis moi je suis affectueux, là, je donne des câlins, puis je donne la main, puis mes amis filles, j'ai bec sur la joue, puis c'est comme ça, moi. J'ai toujours été comme ça. Puis là, on dirait que je sais plus où me placer. Je trouve plus ma place socialement, parce que là, c'est comme, OK, mais comment j'agis? Qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que là, je vous demande, c'est-tu la poignée de main, toi, ou il a beaucoup de coudes? C'est super drôle, là. C'est hallucinant, là. Oui, puis essaye de te positionner en non-vacciné là-dedans aussi. Là, les gens contournent les non-vaccinés comme s'il y avait des ceintures d'explosifs. Alors, bref, là, c'est ce que j'ai observé là, dans les derniers temps. Là, puis je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut en être arrivé là? Alors, c'est complètement irrationnel parce qu'on part encore une fois d'un espace qui s'appelle la peur. Et tu sais qu'en spiritualité, là, l'opposé de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est la peur. Ah ouais? La haine n'est qu'une conséquence de la peur. Okay. Fait que quand la peur embarque, parce qu'on dit ce qui nous fait peur. Ouais. C'est ça, ça inscrit dans l'inconscient collectif des charges incroyables, puis ça ne va pas être facile de se libérer de cette peur-là, parce que là, il y a une charge qui s'est inscrite dans l'inconscient collectif, mais c'est faisable, puis ça va prendre des gens conscients, ça va prendre des gens qui sont dans l'amour, qui vont venir transformer ça. Mais ça va prendre de la bienveillance, ça va prendre de l'écoute, ça va prendre de la compréhension, ça va prendre vraiment, ça va prendre beaucoup d'amour. Revenons à ce qui guérit, là, c'est l'amour. Alors, c'est ça que ça va prendre. Dans tes derniers invités à ton show, tu as reçu le docteur Béliveau, puis j'ai oublié le nom, un autre docteur.
eux, Le justement... docteur Lavigueur. Oui, Lavigueur, c'est ça. Qui, eux, font partie d'un collectif qui présente un peu une nuance, si tu veux, là, au discours qu'on entend tout le temps. Ça a été quoi la réaction des gens autour de toi? Est-ce que on a dit, justement, est-ce qu'on a commencé à dire, ben là, France, tu t'en vas vers des tendances Les complotistes, complotistes? mettons, ouais? Ou bien s'il y a une réception, bien une ouverture de dire, ah, ben tu sais, ça fait du sens qu'on entend. Non, c'est l'inverse. Les gens sont très contents. Évidemment, les gens qui me suivent sont très contents. Les autres, il y a quelqu'un qui m'a écrit ce matin, est-ce que vous donnez la parole aux médecins qui sont pro-vaccin? Et j'ai répondu, ben, les médecins que j'ai interviewés sont tous pro-vaccin. Et le docteur Lavigueur, qui est le dernier que j'ai interviewé la semaine dernière, il est vacciné, pleinement vacciné et pro-vaccin. Il a simplement émis des bémols, en fait, émis des réserves, levé une coupe de drapeau rouge sur ce qui s'en vient, c'est-à-dire la vaccination des enfants, puis la vaccination des femmes enceintes, entre autres. Puis il a aussi parlé d'un paquet d'autres affaires. Mais c'était très intéressant parce que moi, ce que je cherche à trouver, on le dit depuis tantôt, c'est la voie du milieu. La voie du milieu, bien, elle n'existe pas si tu es totalement en train de faire la promotion d'une seule façon de sortir de la pandémie, qui est celle de la vaccination, puis elle n'est pas non plus de l'autre côté si tu es totalement anti-vaccin. Quelque part au milieu, on ne peut pas être contre, entre autres, l'avancement de la science. On veut que la science avance, on veut qu'elle nous propose des nouvelles technologies puis des nouveaux traitements. Maintenant, ça prend un certain recul quand il y a un nouveau traitement qui est offert, comme ce qui est présentement le cas avec les vaccins Pfizer, entre autres, qui sont des vaccins donc à messager ARN. C'est une nouvelle technologie, une nouvelle façon de faire les choses. Ça n'a rien à voir avec les bons vieux vaccins d'avant qui te prenaient un virus, ils l'isolaient, ils le désactivaient complètement, puis là, ils demandaient à ton système immunitaire, finalement, au contact du virus désactivé, de produire des anticorps, puis de le faire de façon naturelle. Là, c'est pas ça. Là, on te shoot, dans le fond, c'est une technique génétique, là, le matériel génétique qui va permettre à ton corps de produire une protéine du fameux virus. Puis tout ça, c'est nouveau. Ce qui fait que si on n'a pas le recul nécessaire, ben oui, on peut y aller en crise sanitaire, vacciner les gens qui sont vulnérables, les gens qui ont des comorbidités, les gens qui ont peur, les gens qui le veulent. Mais s'il y a des gens qui décident qu'ils ne veulent pas avoir le vaccin, ben il faut, dans une démocratie, être capable de respecter ça. Alors, le docteur, dans le fond, ce qu'il disait, le docteur Lavigueur là-dedans, c'est on n'a pas le recul nécessaire par rapport à ce vaccin-là pour savoir si à moyen et à long terme, ça ne va pas avoir des effets secondaires qui sont finalement que le remède va être pire que la maladie. Alors, gardons-nous une réserve pour les populations qui ne sont pas à risque, comme les enfants, qui ne sont même pas des vecteurs de transmission non plus. Et là, il y a de plus en plus d'évidence, et ça, je l'ai lu, de paquets de rapports, puis il y a l'Université du Wisconsin qui a fait une étude là-dessus. Il y a de plus en plus d'évidence que vacciné, pas vacciné, de toute façon, tu peux transmettre le virus. Alors, tu peux te garder une petite réserve puis dire, regarde, là, les enfants, les femmes enceintes, si on ne connaît pas les effets à plus long terme, on est peut-être aussi bien de se garder une réserve. Ça, ce serait la sagesse, si on restait dans la sagesse. Mais là, on est dans une crise sanitaire qui a créé une peur panique qui fait en sorte qu'on prend des décisions en fonction de la peur et non en fonction d'un certain recul puis une certaine sagesse. Fait que là, on va y arriver éventuellement parce que malheureusement, sans doute qu'on va se retrouver avec de plus en plus d'évidences que ce n'était pas nécessaire. Ou en tout cas, on va avoir des évidences, puis on en a déjà plein. Là, c'est juste que ça ne sort pas dans les médias traditionnels, mais on a déjà plein d'évidences que le remède peut être pire que la maladie pour certaines personnes. Donc, gardons-nous un espace pour justement voir les choses aller, puis avoir une distance nécessaire éventuellement. Alors, le docteur, les médecins que j'ai interviewés, c'était pour ramener justement des nuances et montrer qu'il peut y avoir une voie du milieu qui ne divise pas tout le monde et qui permet un espace de discussion, puis un espace de, une espèce de souplesse, là. Parce que présentement, la division, elle est terrible, là. Ça, ce qui est en train de se passer, moi, je trouve ça beaucoup plus grave que la pandémie. Ben, c'est indéniable. Là. Je veux dire, c'est rendu frappant. Puis d'autant plus, je pense que les médias sociaux, là, ils n'aident pas à cette situation-là parce que on sait depuis des années, là, on peut dire un peu trop ce qu'on veut, n'importe comment, là, à travers les médias sociaux, mais clairement, il y a un phénomène qui se passe au niveau social où est-ce qu'il y a une polarisation extraordinaire. En tout cas, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça de mon vécu.
Non, absolument pas. Et là, tu me vois tendre le bras parce que je vais flatter mon chat pour pas qu'elle arrive dans l'écran. C'est correct. Sinon, il dira bonjour. Non, mais elle se présente tout le temps quand je donne des entrevues. Le voilà, c'est vrai? Mimi. Ah, Alors, non, mais effectivement, on est dans une polarisation que je ne pensais jamais vivre, moi. Je suis constamment étonnée de vivre ce qu'on vit là présentement. Puis en même temps, du fait que je ne suis pas en réaction, que ça ne me met pas ni en colère, mais que, tu sais, je suis consciente que ça ne fait pas de sens, mais quand même, ce n'est pas de la colère. Bien, je me dis, je suis dans une bonne position présentement pour adresser la chose puis essayer d'amener un point de vue nuancé. Je ne donnerai pas la parole à des extrémistes, je ne donnerai pas la parole à des gens qui sont anti quoi que ce soit. Je vais donner la parole à des gens qui arrivent avec des nuances, qui sont documentés, à des gens qui sont bardés de diplômes, entre autres. Pourquoi pour l'instant? Mais ça peut être des philosophes aussi, puis ça pourrait être quelqu'un de juste un guide spirituel inspiré. Mais je veux donner la parole à des gens qui ont une ouverture d'esprit et qui apportent finalement juste des nuances pour pouvoir... Et tu sais, dans le fond, là, c'est ça le courage des nuances, d'avoir le courage d'apporter les nuances. Là, je ne me souviens pas quel journaliste qui a écrit ça, mais ça prend du courage présentement pour justement apporter des nuances. C'est pété qu'on dise ça, là. Je m'excuse de terme, mais qui aurait cru que c'était courageux d'apporter de la nuance, alors que normalement, il me semble que ça fait partie du travail journalistique quotidien d'avoir de la nuance. Ça a toujours fait partie du journalisme avant. C'est du cas, moi, je pense que présentement, là, c'est parce qu'on a le nez collé sur l'arbre encore, malgré le fait qu'on a 1 an et demi de distance, là, mais on a encore le nez collé sur l'arbre. Et je ne pense pas qu'il y a des gens, il y en a peut-être quelques-uns, là, mais c'est vraiment pas la majorité, qui sont mal intentionnés là-dedans. Je pense que de façon très générale, tout le monde veut le bien commun. Tout à fait. Alors, que tu sois journaliste, politicien, que tu sois en médecine holistique ou en médecine traditionnelle, tout le monde veut le bien commun. Et c'est chacun le voit avec son ornière, sa lunette à lui, donc sa perspective à lui, sa réalité à lui. Et là, présentement, il y a eu comme une espèce de polarisation d'une grosse partie de la population dans une position arrêtée à partir de un aspect de la pandémie ou un aspect de ce qu'on vit présentement avec la situation sanitaire. Et ça manque, l'information n'a pas été complète. On a accès à une partie de l'information. Et pour moi, c'est important qu'on ouvre le débat pour avoir accès à toute l'information pour qu'on puisse se faire une tête de façon éclairée. Je suis curieux, comment est-ce que tu aurais vécu ça si tu avais été encore journaliste en 2021? J'aurais pas été journaliste. J'aurais pas été journaliste. Parce que, premièrement, j'ai tellement changé depuis ce temps-là là, que j'aurais fait comme Stéphane Bureau, probablement. J'aurais été une journaliste du type Stéphane Bureau. On va dire ça de même. Qui, rappelons-le, parce qu'il a reçu un invité contre... cherche le mot. Controversé, merci. Didier Raoult. Didier Raoult. Puis, c'est ça. Ça a donné ce que ça a donné. Ça a donné une tollée. Puis même avant qu'il reçoive son invité, je me souviens, c'est parce que lui, sur son émission d'été, si je ne me trompe pas, il prenait la relève à l'été d'une émission à la radio de Radio-Canada. Oui, absolument. Tu me corrigeras si je me trompe. Puis sa collègue avait dit, que c'était risqué de faire une entrevue avec Didier Raoult. Puis il était, comment ça, c'est risqué? Il dit, c'est un expert depuis tout le temps en virologie puis en plein de choses. Puis là, c'est assez spécial qu'on anticipait déjà, avant même qu'il y ait une entrevue, que ça serait une entrevue problématique pour sa carrière. C'est spécial. Puis on s'entend, c'est un journaliste connu, là, je veux dire, il a une expérience longue comme le bras, là. Non, puis à part de ça, je veux dire, ça ne devrait pas être une restriction. Il ne devrait y avoir aucune restriction quand on est journaliste ou animateur journaliste pour interviewer qui on veut dans le monde par rapport à peu importe le sujet, parce que c'est important d'avoir un point de vue éclairé sur tous les sujets d'actualité, tous les sujets qui nous concernent. Donc là, présentement, on n'a pas l'autre côté de la médaille, on n'a qu'un côté de la médaille, on n'a qu'un discours unique. Tout ça, c'est inspiré de politiques qui proviennent de l'Organisation mondiale de la santé. Mais peut-être que l'Organisation mondiale de la santé... elle a le droit, elle aussi, de se tromper des fois ou en tout cas d'oublier des nuances, ce qui fait que c'est important de se garder un esprit ouvert. Puis là, je te dirais que les chefs de file là-dedans, présentement, ce sont les pays nordiques, les pays scandinaves, qui sont en train de nous montrer un autre chemin. J'espère qu'éventuellement,
on va pouvoir l'emprunter, ce chemin-là. Mm-hmm. Je veux faire demi-tour puis revenir au début de notre conversation, puis de parler du travail que tu fais présentement. Bon, tu as fait des masterclass en septembre avec plusieurs intervenants. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui se continue ou... En fait, moi, ce que je fais, c'est que j'offre des ateliers, des formations, des ateliers. Évidemment, avant ça, c'était en salle, beaucoup. Puis là, c'est en ligne surtout. Je ne suis pas fait grand-chose en salle à part une retraite au Spiceman avec un petit groupe, là. Mais tout ça pour dire que je fais des choses en ligne et la masterclass, c'est une des formations que j'offre en ligne avec différents experts du mieux-être, de la spiritualité pour amener les gens justement dans un parcours d'éveil à leur propre pouvoir. C'est toujours le même but avec différents outils. Fait que j'enseigne ça, j'enseigne l'écriture inspirée, j'en ai un qui s'appelle le mandat de vie pour apprendre à te connaître, à te reconnaître dans tes talents, puis à faire qui tu es finalement dans ta vie. Ça amène beaucoup de sens parce que la perte de sens dont je parlais tantôt est souvent parce qu'on ne sait pas qui on est, puis qu'on a suivi des conditionnements, puis on a des croyances, mais on a suivi des conditionnements de société qui nous ont amenés à rentrer dans un moule. Et il y a très peu de gens de notre génération, dans le fond, qui savent vraiment qui ils sont. Alors ça, c'en est une des affaires que je fais. Je donne toutes sortes d'ateliers finalement. Alors bref, j'écris des livres. Je publie cet automne avec Lilou Massé un gros c'est un livre cahier d'exercices qui s'appelle « Le défi des 100 jours » pour apprendre justement à se connaître, à mieux se reconnaître. Mais c'est toujours dans le même but, mais avec différents aspects, différents outils qui nous amènent sur un chemin de maîtrise de soi, puis devenir le maître de notre vie. C'est mon dada, puis c'est à ça que je vais contribuer pour le reste de mes jours. Je m'en allais te demander, puis est-ce que tu te vois continuer à faire ça encore longtemps ou tu avais d'autres objectifs? Mais là, tu viens de répondre à la question. Tu es vraiment ancré là-dedans. Je suis vraiment dédiée à ça. Je me suis mis en service il y a 10 ans quand j'ai lâché la télé. J'ai demandé une seule chose, d'être capable de nourrir mes enfants puis de les envoyer à l'école, ce qui a été le cas jusqu'à maintenant. Fait que moi, je ne cours plus après le succès, la richesse, la reconnaissance ou quoi que ce soit. Je suis totalement en service. Et c'est mon but d'amener les gens dans une reprise de pouvoir, c'est qu'ils se reconnaissent comme un être divin. En fait, là, on pourrait le voir comme la belle image, là, comme un avatar. Alors, c'est que si vous avez l'image du film Avatar, là, dans le fond, l'avatar, ce que ça veut dire d'un point de vue culturel, ça vient de la culture hindouiste, ben c'est un dieu, une divinité qui s'incarne dans un corps physique, qui est conscient d'être divin puis qui retourne à sa divinité quand le voyage est fini. Alors, c'est ça, dans le fond, mon but dans la vie. Pour moi, alors j'ai ma propre quête de retrouver cet avatar à l'intérieur de moi ou ce maître à l'intérieur de moi ou ce sage, appelle ça comme tu voudras, et de le transmettre au fur et à mesure que je comprends 2-3 affaires. J'aime comment que tu le vulgarises. C'est à mesure que je comprends 2-3 affaires. Parce que c'est quand je comprends 2-3 affaires, je me garoche pour l'enseigner. C'est comme « Hey, j'ai compris! » Mais c'est le fun, parce que j'aime comment est-ce que tu le fais, puis je me répète, mais j'aime comment est-ce que tu le fais, parce qu'encore une fois, c'est simple quand on t'écoute, puis ça permet, je trouve, de comprendre des concepts qui sont parfois très complexes. Puis malheureusement, je n'ai pas lu encore un de tes livres, mais je me mets sur la liste, puis mon Dieu, quand j'en ai une longue liste de livres que je veux lire, puis je vais... J'en ai un à côté de moi, alors c'est pas un hasard, là, mais tiens, regarde. Le guide de l'écriture inspirée. Alors ça, c'est un petit livre de même pas 150 pages pour t'amener à faire justement la technique que j'enseigne depuis 10 ans, il y a des milliers de personnes sur la planète qui l'ont faite, là, cet atelier-là, puis qui ont repris leur pouvoir grâce à ça. Mais j'en ai 11-12 livres. Tu regarderas sur mon site internet, francegauthier.ca. Il y a le Maître en soi qu'il va falloir que tu lises. Ça, c'est une Bible que j'ai écrite avec Pierre Lessard. Ah, bon, ben tu vois, j'apprécie, puis j'allais te dire aussi, ben, si quelqu'un comme moi, là, trempe les pieds un petit peu là-dedans, là, puis qui essaie de découvrir plus, avec quoi il pourrait commencer, pour pas que ce soit trop intense, peut-être. Tu me dis, c'est maître de soi. Bien, le maître en soi, là, David Bernard, qui est le chroniqueur, animateur vedette que tu connais sans doute, là, eh bien, il dit que c'est un de ses 5 livres, top 5 livres, tous les livres à spiritualité qu'il a lus dans sa vie. Okay. Fait que c'est des grands enseignements spirituels et ça ouvre la porte, ça se lit pas comme un roman, là, c'est une Bible. Alors, mais tu lis ça un petit chapitre à la fois et ça permet vraiment une ouverture de conscience. Puis pour les filles là, qui auraient envie les gars aussi, mais
pour les filles qui auraient envie de mieux comprendre comment on s'affranchit de nos blessures émotionnelles. Puis les gars aussi qui sont rendus là, parce que les gars, il faut qu'ils admettent avoir des blessures émotionnelles avant d'aller là. Ben, ils pourront lire C'est quoi l'amour, qui est une très belle... c'est un récit, là, mais c'est plein de sagesse. Puis tous les textes canalisés par ma chum Anne-Marie, qu'elle a reçus en écriture inspirée, se retrouvent là-dedans pour comprendre comment on se guérit de toutes nos blessures émotionnelles. J'ai hâte de découvrir ça. France, un immense merci de l'heure que tu m'as accordé. C'est vraiment bien apprécié. Puis je te souhaite une bonne continuité dans tes projets. Merci beaucoup. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent vont avoir envie aussi de devenir le maître de leur vie. On souhaite. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.